Installez-vous, Marc. Bonjour Marc Lévy. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, de venir passer une petite heure ici aux Trois Baudets pendant ce dimanche après-midi. Puis merci aussi à vous de votre présence. Marc Lévy, vous êtes dans l'actualité avec Ghost in Love. C'est votre livre, il est sorti mardi, il est donc il est encore tout chaud, tout chaud, tout chaud. C'est une belle aventure qui se poursuit et c'est votre 20e titre. On va bien sûr parler du livre, de vos personnages, mais voilà, puisque c'est le 20e, c'est une sorte d'anniversaire. Quels sont les... Oui, voilà, c'était le piège. On en a parlé tout à l'heure, Marc. Si l'on revient sur ces 20 titres, est-ce qu'il y a des images fortes qui reviennent? Est-ce que par exemple, la première fois où vous avez vu la couverture d'un de vos ouvrages dans la vitrine de la librairie, ça a été un choc au cœur? Est-ce qu'il y a des moments forts comme ça qui reviennent? Oui, il y a des souvenirs, oui, il y a des souvenirs marrants. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai vu un de mes romans dans une librairie. C'était le week-end qui précédait la sortie et j'étais en bas des Champs-Élysées avec un de mes vieux potes et on passait devant le Virgin et il m'a dit bah, viens on va aller regarder s'il est déjà là. Et je suis rentré avec lui au Virgin des Champs-Élysées et sur une table j'ai vu mon livre. Et c'était assez... ça me semblait totalement... comment vous dire étranger, enfin je me disais c'est pas... Surréaliste. Oui, je faisais pas le... Enfin, j'aurais pu faire la youpla, vous voyez, en sautant et en faisant la danse des canards, mais je me rendais pas du tout compte que c'était mon livre. Et après, il s'est passé un truc marrant. Ce camarade en question, dont je tairai le nom, était un dragueur absolument invétéré. Et il croise, le hasard fait qu'il croise une de ses copines qui est dans la librairie. Et il lui dit ouais, qu'est-ce que tu fais là? Alors il lui répond bah, à ton avis, je suis venu acheter des côtelettes. Et il lui dit non, mais sérieusement, machin. Alors il lui dit bah, écoute, je suis venu acheter des livres. Et évidemment, mon camarade étant d'une légèreté absolue, il prend mon livre et lui dit bah, tu devrais acheter celui-là. Et il s'avère que la jeune femme en question lui dit ah c'est marrant parce que figure-toi que j'étais parce que le livre est sorti le 17 janvier, donc juste après les vacances de Noël. Très fier dit en montrant du doigt bah, l'auteur est là. Et elle l'a pas cru une seconde. Et comme c'est un dragueur invétéré, justement, elle lui a dit mais qu'est-ce que tu peux être naze? Et elle est partie. Et donc ça m'a fait marrer parce que c'est la première fois que qu'il y avait une espèce de lien assez étrange où quelqu'un avait lu mon livre, me connaissait pas du tout, et même quand voilà, où il y avait c'est la première fois que j'ai pris conscience qu'il y avait une forme d'identité de personnage qui s'était créée, un lien qui s'était créé avec quelqu'un notamment cette fille à qui j'avais pas parlé, que je connaissais pas du tout, mais qui savait même, qui reconnaissait même pas le fait que c'était moi l'auteur, évidemment, mais qui connaissait l'histoire que j'avais écrite. Et alors l'idylle s'est poursuivie entre votre copain et cette jeune fille? L'histoire ne le dit pas, ça? Non, en fait, avec moi. Ah, c'est vrai. Oui, figurez-vous que je l'ai retrouvé la coïncidence. Je ne pensais pas vous emmener sur ce terrain-là. Mais je suis désolé, mais puisque vous êtes dedans, en fait, je l'ai retrouvé, le hasard et coïncidence, je l'ai retrouvé dans un autre endroit 15 jours après. Et là, elle a vu que c'était vraiment moi. Et donc, du coup, elle est venue me dire, mais je suis désolé, j'ai été complètement nul l'autre jour dans la librairie. Moi, j'étais un hyper timide. J'ai jamais été un grand séducteur. Et, oui, enfin, j'étais de cette catégorie d'hommes où s'il y avait une fille qui me souriait au bar, il fallait 6 mois pour que je traverse le bar et que je lui adresse la parole. Donc, ça a brisé la glace, si je puis dire. Et en fait, oui, on a passé un an ensemble. Ce sont les petits clins d'œil de la vie, ça. Voilà, ma première lectrice. Donc ça, c'était un souvenir marquant quand même. J'ai pas envie de dire que... D'ailleurs, le camarade en question a très mal vécu. lui l'éternel dragueur, le séducteur absolu, il s'était fait piquer une conquête, ça n'avait pas plu du tout. Mais vous êtes resté amis quand même? Non. Ensuite. Ah bon, ben voilà. Au moins les choses sont claires. Comme quoi finalement la littérature, ça peut être difficile à vivre. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas resté amis, mais ça nous a quand même vachement éloignés. Je ne vais pas dire que c'était un rêve de gosse, puisque votre histoire, on la connaît. Il y a eu une autre vie, il y a eu un autre Marc Lévy avant. S'il n'y avait pas eu l'écriture, si finalement il n'y avait pas eu le succès que vous avez eu, quel Marc Lévy seriez-vous devenu à votre avis? C'est terrifiant votre question, j'ai l'impression que c'est comme Napoléon
inclus à la troisième personne. Je sais pas. J'en sais rien. Vous savez que des si on mettrait pareil aux bouteilles. Hein. J'en sais rien. Je crois que j'aurais pas... Enfin, je dirigeais une entreprise, mais je sais que j'étais tellement pas dans ma peau quand je faisais ça que j'aurais peut-être pas pu y rester. C'était... Vous savez, en fait, finalement, vous vous rendez compte que la vie, c'est tellement une succession comment vous dire, de choses que vous n'avez pas prévues, de rencontres, de décisions. Donc franchement, je n'ai aucune idée. Je sais pas. J'aurais peut-être dirigé un cabinet d'architecture jusqu'au dernier jour et peut-être que j'aurais, vous voyez, tout plaqué et je serais retourné à mes... Quand je dirigeais le cabinet d'architecture et que je me rendais compte que j'aimais ça mais que je ne ferais pas ça toute ma vie, je rêvais souvent à l'idée de... à l'époque, j'étais célibataire et j'avais un seul enfant qui grandissait, donc que je voyais arriver un jour à l'âge adulte. Et donc je me disais, tiens, dès qu'il est autonome, j'arrête tout et je retourne travailler pour une ONG. Et ça ne m'aurait pas déplu, oui, je me serais bien vu. Maintenant, voilà, j'ai une fille qui a 3 ans, un petit garçon, un fils qui a 9 ans, et donc je ne me vois pas du tout vivre à 12 000 km dans une ONG. Mais à l'époque, oui, je l'aurais volontiers fait. Alors l'histoire a été tout autre, il y a eu le succès que l'on sait, et puis maintenant c'est 20 livres qui font partie de nos bibliothèques. On sait que le premier livre, vous l'avez écrit notamment pour votre fils, pour qu'il le lise lorsqu'il aurait lui-même l'âge que vous aviez lorsque vous avez écrit ces pages. Vous l'avez raconté à maintes reprises dans des interviews. Lorsque vous avez choisi l'écriture, lorsque vous avez choisi l'architecture, lorsque vous avez monté votre boîte dans les nouvelles technologies, lorsque vous avez travaillé pour des ONG, pour la Croix-Rouge, est-ce qu'il y a quand même toujours eu l'envie d'être la fierté de vos parents? Est-ce que c'était un leitmotiv? Vous vouliez que vos parents soient fiers de ce que vous faisiez? Ou finalement c'était votre vie, vous traciez en fonction des hasards de la vie et de vos propres envies? Quel garçon étiez-vous finalement? Quelle tranche d'âge? La fin de l'adolescence, le début de la vie d'adulte, lorsque l'on prend ses voies, ses marques dans la vie professionnelle? Oui, non, il y avait de ça. Il y avait de ça, oui, parce que la pudeur a toujours régné sur notre famille. On n'était pas du tout des gens vous voyez, très expressifs et très volubiles. Moi, on était des gens du Sud, mais on a grandi dans le Sud, mais on devait être des transfuges du Nord, c'est pas possible. Et quoique c'est pas vrai ce que je dis, parce que dans les ch'tis, ils sont très joyeux et très vivants. Mais nous, c'était très sinon. Enfin, quand même, c'était hyper dans la réserve. Et donc, il a fallu, comment vous dire, des décennies pour que, par exemple, mon père, vous voyez, lâche un compliment. Et alors qu'en fait, paradoxalement, il en mourait d'envie et il le pensait toujours intérieurement. Et d'ailleurs, j'ai appris par la suite, par des amis de mon père, que quand il n'était pas à la maison, quand il était avec ses amis, il n'arrêtait pas de parler de ma sœur et moi. Au point même parfois, vous voyez, de les fatiguer. Mais à nous, il disait jamais rien. C'est un truc, c'est très bizarre, mais c'est comme ça, quoi. Donc oui, il y avait évidemment cette volonté d'en imposer à nos parents. Enfin, d'en imposer, oui. Il y avait cette envie qu'ils nous voient réussir. Qu'ils soient fiers de vous. Ouais, vous avez souffert de cette pudeur que vous évoquez? Oui, enfin comme tous les enfants, ni plus ni moins. Je pense que tous les enfants qui ont eu, vous voyez, comme ça, des éducations très réservées, très pudiques, on a envie d'être admiré par ses parents. Je pense que comment vous dire, ce sont nos premiers amours et ceux qui vont probablement durer le plus longtemps. Et ce sont des montagnes qu'on a envie d'escalader toutes nos vies. Et la reconnaissance de nos parents est pour, je crois, une grande partie de nous quelque chose de très important. Mais lorsque l'on écrit un livre en se disant mon fils le lira lorsqu'il aura l'âge que j'ai présentement, est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de pudeur que l'on essaye de cacher derrière les mots? Oui, mais c'est aussi une façon de... Comment vous dire? C'est aussi une façon de contourner la leçon de morale, vous voyez? C'est-à-dire que moi, un truc que mon père savait très bien faire, c'était... en fait, c'était de faire naître des envies
réflexions, des idées ou des découvertes en n'ayant jamais, comment vous dire, en n'ayant jamais l'air de le faire. Vous voyez, par exemple, bon, j'ai déjà raconté 100 fois l'anecdote de pain et chocolat, mais mon père m'a emmené comme ça quand j'avais 14-15 ans voir un film au cinéma qui est un film italien qui s'appelle Pain et chocolat. Et dans ce film, il y a qui raconte la vie d'un immigré clandestin italien en Suisse après-guerre, qui est en fait un film incroyablement juste, toujours vrai aujourd'hui sur la condition de l'immigré et sur la dureté de la vie de l'immigré et sur le comportement de la population là où il immigre. Et il y a un moment charnière dans ce film qui est traité d'ailleurs de la même façon dont j'essaye de parler des choses graves, donc qui est traité plutôt dans la tragicomédie que dans le drame. Et c'est un moment où le personnage c'est très long à raconter, mais le personnage trouve un boulot de clandestin dans un poulailler dans les alpages suisses, et à un moment donné, c'est un dimanche, et donc lui et ses collègues ont un jour de repos, mais comme ils vivent dans des poulaillers, et que donc dans les poulaillers ils ne peuvent pas se tenir debout, alors il y a un repas du dimanche où ils mangent du poulet, évidemment, et puis après le repas, ses copains commencent à danser, tu vois, et puis ils les voient danser comme des poulets, parce que comme ils dansent recourbés, ils ont quelque part une allure de poulet. Et puis ils regardent par le grillage, et puis de l'autre côté du grillage, parce qu'il y a un grillage à la fenêtre, et de l'autre côté du grillage, il y a un petit lac comme ça, et il y a 4 cavaliers sublimes, 2 hommes, 2 femmes, très très beaux, qui arrivent sur des chevaux blancs. C'est une image très félinine. Et ils descendent de cheval, ils se déshabillent, ils sont nus et ils se baignent dans le lac. Et lui, c'est Nino Moretti qui joue, et lui, il plaque son visage comme ça au grillage. Et il le plaque tellement fort que quand il recule, il y a la marque du grillage comme ça sur son visage, puisqu'il n'a pas pu passer à travers. Et c'est une image évidemment qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est une image sur c'est la condition humaine. Et en sortant du cinéma, mon père, comme ça dit rien, il marche avec ses mains dans le dos. J'ai 14 ans, vous voyez. Et puis on arrive au croisement de l'avenue Georges V, et puis comme si de rien n'était, il se retourne vers moi et il me fait « Et toi dans la vie, tu veux être de quel côté du grillage ?» Vous voyez, c'est le genre de question comme si on vous demandait « Et toi ce soir, tu veux manger du saucisson ou tu préfères des rillettes ?» Et je connaissais l'intelligence de mon père, et donc je savais que la réponse était plus subtile que côté lac ou côté poulailler. En fait, c'est cette question qui a fait que 3 ans après, je suis rentré à la Croix-Rouge. Et quand j'ai annoncé à mon père à 17 ans et demi que je rentrais à la Croix-Rouge, il m'a dit « Mais pourquoi ? Pourquoi tu rentres à la Croix-Rouge ?» Et je lui ai dit « Parce que c'est le seul endroit où on peut couper le grillage. » Et donc, vous voyez, s'il ne m'avait pas emmené voir ce film, je ne serais peut-être jamais allé à la Croix-Rouge. Et s'il m'avait fait une leçon de morale sur la condition humaine et sur le respect de l'autre et sur le fait de comprendre la vie des autres et de ne pas porter de jugement et de ne pas tomber dans les cris et hurlements de la haine, j'aurais probablement jamais ressenti à 14 ans l'empathie que j'ai ressentie et la compréhension que j'ai pu avoir des inégalités de la vie si je ne l'avais pas vu au travers d'un film. Donc tout ça pour vous dire que quand j'ai écrit Et si c'était vrai, c'était pas pour avec la prétention de laisser un testament, c'était finalement pour dire à mon fils que j'avais sur le cœur sans jamais que ça ait l'air d'une leçon de morale. Et que finalement, si un jour ils le lisent, ils prennent dedans ce qu'il avait envie de prendre, vous voyez, et qu'ils ne se sentent pas obligés de tout prendre. Vos parents sont parfois présents dans vos romans, votre père notamment, puisque on le voit en filigrane dans Les Enfants de la Liberté, qui est l'un de vos titres. Et puis là, il est présent aussi, puisque vous dédicacez l'ouvrage, votre nouveau roman, le 20e, vous le dédicacez à votre père. Et puis il est peut-être même encore plus présent, puisqu'il s'agit d'une relation père-fils que vous nous racontez dans Ghost in Love. Et sous le ton de l'humour, du sourire, de la comédie, vous avez eu envie de nous parler de choses graves, en tout cas de choses profondes, de choses importantes. La difficulté parfois de la relation père-fils, la difficulté de se dire les choses, la difficulté de passer au-delà de la pudeur. C'est le point de départ
avec ce jeune pianiste. Oh, il habite pas très loin d'ici, en tout cas sa mère habite pas très loin d'ici, sur le boulevard Haussmann, elle s'appelle Jeanne. Lui, Thomas, il est pianiste. Ce n'est pas du tout un fantôme. Je sais qu'à l'époque, elle a été assimilée à un fantôme parce que finalement, il y a ce paradoxe qui est que quand vous écrivez, je ne dis pas du tout ça pour me la péter, mais quand vous écrivez, enfin, quand votre idée est originale et qu'elle ne rentre pas dans un genre, ou que le genre dans lequel elle rentre est un genre très étroit, on a toujours besoin de repères. Et vous voyez, quand j'ai publié Si c'était vrai, mon héroïne, elle est dans le coma. Et en fait, elle est super vivante et elle a extrêmement envie de rester en vie. C'est d'ailleurs pour ça que même quand les médecins disent qu'elle est foutue, elle décide qu'elle n'est pas foutue. Et pour s'en sortir, comme elle peut pas, elle est prisonnière de son corps, elle va sortir de son corps pour aller chercher de l'aide à l'extérieur et pour qu'on l'aide et pour qu'on empêche le fait que les médecins la débranchent. Donc elle est vraiment, vraiment très vivante. Et moi, je ne la voyais pas du tout comme un fantôme, puisque finalement, pour moi, ce qui était amusant dans l'histoire des Si c'était vrai, c'était l'histoire de raconter l'histoire d'une femme qui est finalement très belle ou pas belle, mais finalement ça n'a plus d'importance puisque plus personne ne la voit. Vous savez, il y avait cette phrase qui est devenue un peu bateau, qui vous parle de la beauté intérieure. Et elle, sa beauté intérieure, c'est la seule beauté qu'elle peut avoir, puisqu'elle n'a plus de beauté extérieure, elle est devenue invisible. Mais c'était plus, vous voyez, la femme invisible qu'une femme fantôme. Mais, je vous le concède, quand le roman est sorti, tout le monde a parlé de Ghost. Vous voyez, parce que c'était le seul film où il y avait comme ça un rapport à l'invisibilité. Donc le seul point commun entre Et Si c'était vrai et Ghost in Love, c'est ce rapport d'un personnage qui est confronté à un autre personnage qui est invisible. Bon. Mais finalement, c'est presque plus la thématique de la conversation qu'on a avec notre propre conscience que là, vous voyez, la thématique du fantôme que j'ai reproduite. Ce qui n'est pas une coïncidence, c'est que quand il loue un Airbnb pour aller passer 3 jours à San Francisco, et que comme par hasard, le Airbnb est dans la maison des personnages de mon premier roman, ça c'est pas du tout une coïncidence, ça c'était un clin d'œil, parce qu'au 20e roman, je me dis, tiens, c'est assez marrant de les faire revenir en personnages secondaires, d'ailleurs ils ne jouent pas un rôle très important dans l'histoire, mais juste, vous voyez, en clin d'œil, le fait qu'ils apparaissent. Mais voilà, ça s'arrête là. Il y a donc cette rencontre entre Thomas et la présence fantomatique de son père mort il y a 5 ans plus tôt. On peut peut-être présenter un peu Thomas. Il a plutôt bien réussi dans la vie, il est musicien, concertiste, ça se passe bien. Il est quand même un peu paumé, il se cherche un peu. Il a eu une enfance plutôt sereine, entre une mère fantasque et puis un père qui était donc un chirurgien renommé qui ne lui a peut-être pas montré l'affection qui lui portait. Qui est-il, Thomas, finalement? Est-ce qu'il ressemble aux jeunes gens d'aujourd'hui? Oui, vous avez raison, en fait, c'est un type qui a plutôt bien réussi dans la vie, mais qui n'a pas réussi sa vie. Et ça, c'est vraiment le parallèle. Vous voyez, c'est le postulat de départ qui m'amusait. Il est pianiste concertiste, hein, avec tout ce que ça impose, avec ce formidable paradoxe qui est que quand vous êtes sur la scène, il y a beaucoup de monde dans la salle, mais quand vous descendez de la scène, il n'y a plus personne dans votre vie. Et surtout dans la vie d'un musicien, comme d'ailleurs très souvent dans la vie d'un écrivain, ou même dans la vie d'un chanteur. Il a eu une relation qu'on pourrait juger équilibrée, puisqu'il a eu une mère qui est, comme vous le dites, assez fantasque, ex-68 art et voilà, bonne vivante, et un père qui était plutôt voilà, chirurgien, un peu bourgeois, vous voyez, la bourgeoisie des années 70-80, un peu bien dans ses marques. Mais ce qui est le plus important, je crois, pour lui, c'est que il a, comment vous dire, il y a une conversation avec son père qui n'est jamais allé au bout. Et je crois qu'il faut que cette conversation existe pour que lui puisse se libérer et au lieu simplement voilà, de réussir dans la vie, qu'il puisse réussir sa vie. On va comprendre au fil des pages pourquoi le fantôme de Raymond apparaît à son fils. Il va lui demander quelque chose de bien spécifique. Mais ils vont aussi aborder pas mal de choses, puisque ces deux personnages vont beaucoup se parler.
Justement, puisqu'on le dit, Thomas est peut-être un peu paumé, il a eu du mal à trouver sa place entre ses parents. Un couple qui au début s'est plutôt bien entendu, et puis un couple qui s'est éloigné. Je vais simplement me permettre de lire un passage qui résume bien la relation entre Raymond et Jeanne. Lorsque j'avais ton âge, dit le père donc, je m'étais juré de ne jamais ressembler à ces hommes qui oublient la passion des premiers jours, celle qui les animait durant les premiers mois ou les premières années d'une histoire. Et pourtant, ta mère et moi avons oublié. Nous nous sommes peu à peu éloignés sans prendre garde à la distance qui s'installait. La tendresse a disparu et avec elle les petits gestes du quotidien qui sont bien plus importants que l'on ne l'admet. Il m'arrivait parfois quand tu disais bonsoir à ta mère d'observer le baiser que tu lui donnais. Quel adulte peut espérer rivaliser avec autant d'amour? Tu n'es en rien responsable de ce qui nous est arrivé, aussi surprenant que cela puisse te paraître. Tu m'as prouvé que je me trompais. L'amour que nous portons à nos enfants est éternel. Donc c'est une relation, c'est un couple que les hasards du quotidien va éloigner. Non, en fait, ce passage que vous venez de lire, que vous n'avez pas dû prendre par hasard, en fait, cette toute petite phrase, c'est une phrase qui dit, qui pour moi dit plein de choses. C'est-à-dire, c'était comment résumer finalement en quelques phrases l'un des défis les plus compliqués de la vie. C'est celui qui consiste à rester un homme et une femme autant que l'on devient des parents, et qui consiste à s'aimer l'un l'autre, à continuer de s'aimer l'un l'autre quand l'amour est entièrement capté par celui que nous portons à nos enfants. Et c'est celui qui consiste à préserver notre identité et à rester qui nous sommes, alors qu'on est finalement dévoré par cette identité de parent. Je trouve qu'un des paradoxes les plus passionnants, les plus incroyables de la vie, c'est que on parle de la crise de l'adolescence, en fait, pendant toute une partie de notre vie, on est enfant, puis adolescent. En fait, on est l'enfant de nos parents, auxquels on reproche plein de choses, forcément, puisqu'ils nous ont élevés. Et puis un jour, on devient parents nous-mêmes. Et là, on est à la fois l'enfant de nos parents et le parent de nos enfants. On commence à relativiser, à comprendre un certain nombre de choses, et particulièrement le fait que nos parents, avant d'être nos parents, c'était aussi des hommes et des femmes. Et hop, assez paradoxalement, pour une très grande majorité d'entre nous, on va retomber dans ce même piège, et on va devenir aussi parents que nos parents l'étaient. Et donc, ces petits cannibales que sont nos enfants vont réussir de nous bouffer complètement. Et on va le faire avec une grâce et une volonté féroce, puisqu'on les aime plus que tout au monde. C'est quelque chose d'incontournable. Et puis, voilà, on va retomber dans les mêmes pièges, et ce cycle, vous voyez, cette boucle se reproduit. Et en fait, je me rends compte en l'écoutant, mais si vous relisez ce que dit Raymond, si vous relisez la phrase, il décrit en 3 lignes ce cycle de la vie. C'est-à-dire, il dit à son propre enfant, tu n'y es pour rien dans notre séparation, ta mère et moi, ce qui est complètement faux. Il y est pour beaucoup, parce que par définition, il a occupé quand même un espace colossal dans la vie de ce couple, qui est celui de l'enfant. Mais le père va quand même lui dire très sincèrement, tu n'y es pour rien. C'est-à-dire, oui, tu n'y es pour rien directement. C'est pas toi qui nous a fait nous séparer. Nous étions des adultes, et c'est nous qui avons je dirais, perdu le sens de l'écoute de l'autre, et qui nous sommes focalisés sur nos enfants au lieu de garder un peu de place dans nos vies pour l'autre. C'est la très très jolie phrase, vous savez, dans la chanson de Julien Clerc, laisse-moi un peu de place dans ta vie. Et c'est vrai que c'est un challenge dans la vie de tous les parents, quoi. C'est que il y a la vie, il y a le travail, il y a le quotidien, il y a la fatigue, et les enfants prennent une place, et il n'y a même pas l'ombre d'une hésitation là-dessus. Tout au long de cette histoire rocambolesque que vont vivre Thomas et Raymond, ils vont beaucoup parler, ils vont beaucoup échanger, et peut-être qu'à un certain moment, Raymond va être tenté de donner quelques conseils de vie à son fils. C'est peut-être ce qu'il fait d'ailleurs en parlant de la difficulté de réussir sa vie de couple. Vous écrivez aussi à un moment, tu sais ce qu'on dit, un adulte, c'est un enfant qui a des dettes. Oui. Vous le pensez? Bien sûr, sinon je ne l'aurais pas écrit. Que mettez-vous derrière cela?
ça, c'est comment vous dire, c'est tellement personnel pour chacun d'entre nous que je me permettrai surtout pas je prendrai pas le risque d'aller gâcher ce que cette phrase raconte. Mais je pense que là, dans cette salle, il y a une majorité d'adultes. Nous sommes tous des enfants qui avons des dettes. Vous voyez ? Et après, il y a ceux qui vont en parler à un psy et qui vont régler leurs dettes et leurs comptes. Et puis il y a ceux qui les gardent pour eux. Mais on est tous des enfants qui avons des dettes. Sinon, l'enfance ne servirait strictement à rien. Vous voyez ? Continuons à parler. Parce que soyons clairs, soit l'enfance soit l'enfance est comment vous dire, est une partie essentielle et fondamentale de la vie, ou alors c'est une vraie saloperie, une vraie torture. Donc, et pourtant l'enfance c'est ce qu'il y a de plus magique, sinon on n'aimerait pas nos enfants comme on les aime. Donc oui, je veux dire, je pense que la grande hypocrisie c'est de croire que c'est quand l'adulte, d'ailleurs je pense que même quand un adulte pense et est convaincu qu'il est devenu adulte, je pense qu'à ce moment-là il est foutu. Il est sur le, il est en ce qu'on appelle, il est en roue libre vers le cimetière. Alors que chaque adulte qui se souvient, même quand on engueule nos enfants, vous voyez, moi je dirais, il y a le plus grand moment d'hypocrisie de ma vie, c'est quand j'engueule mon fils parce qu'il n'a pas fait ses devoirs. Je sens une culpabilité intérieure, mais épouvantable, parce que je l'ai, moi, vous voyez, l'enfant qui a des dettes, qui me dit, parce que toi tu les avais fait, tes devoirs peut-être. Et donc, bon, ça, vous voyez, c'est une parmi les milliers de dettes qu'on a. On continue à parler de Thomas, on l'a dit, il a bien réussi sa vie, même s'il n'a pas réussi sa vie. Il vit à Paris, il se sent plutôt bien à Paris. Hein. Il a son appartement, même si parfois en sortant de scène, il cherche avec qui aller dîner, et puis souvent ça se termine chez sa mère parce qu'il a gardé une chambre là-bas, dans l'appartement familial. Je vous arrête, c'est pas du tout la définition d'un mec qui se sent bien. On n'a pas la même vision de la vie. Non, mais soyons clairs, c'est-à-dire qu'à 35 ans, quand vous cherchez à qui aller dîner, et quand vous avez trouvé personne, non, mais il a pas mal de copains. Il a pas mal de copains finalement. Mais c'est vrai qu'à certains soirs, il n'a pas forcément envie de s'infuser les conversations de ses amis, donc il se réfugie chez sa mère. Et puis il aime bien Paris. Le printemps versait sur Paris un parfum de renouveau, les marronniers étaient en pleine floraison. Thomas releva la tête pour admirer les campanules, les bouquets rouges et roses surgissant des feuillages. En poursuivant sa route, il décida de traverser un square envahi par les herbes folles et les détritus. La saleté de la plus belle ville du monde le stupéfiait toujours. C'est Thomas ou c'est Marc Lévy qui parle là ? Oh, je crois que c'est tous les Parisiens. Hein. Vous aviez envie de mettre un petit coup de griffe à cette page-là ? Non, c'est... vous savez, quand vous dites, un roman, c'est pas une carte postale, il faut décrire la vie telle qu'elle est. C'est vrai que Paris est la plus belle ville du monde, mais c'est vrai que... enfin bon, on se demande pourquoi... moi, je m'interroge toujours. C'est vrai que j'habite dans une ville où... c'est très marrant parce que y a le contraire entre New York et Paris, c'est qu'à New York, les New-Yorkais sont super propres et la mairie est très très sale. C'est-à-dire que les services de la mairie sont vraiment crades. Vous voyez, le ramassage des poubelles, vous voyez, par exemple, à New York, quand vous avez un ramassage des poubelles, si les services de la voirie, par exemple, en jetant le sac poubelle dans le camion Ben, le sac poubelle se déchire et que tous les détritus sont au milieu de la rue, ils ramassent absolument pas, ça reste comme ça au milieu de la rue pendant 2 jours. À New York, il n'y a pas de ben. On est obligé de mettre les sacs directement sur le trottoir, il n'y a pas de container. Donc vraiment, il y a quand la mairie de New York a toujours eu un sens de la propreté très relatif. Vous voyez, il n'y a pratiquement jamais de service qui nettoie les trottoirs, il n'y a pas de balayeur, il n'y a pas d'irrigation des caniveaux. C'est vraiment... voilà, c'est depuis toujours, c'est une mairie crade. Mais le New-Yorkais, face à ça, en fait, il a vachement réagi et du coup, vous voyez jamais une crotte de chien, par exemple, à New York. Jamais. Les gens ramassent vous voyez, les déjections canines. Et puis bon, comme la mairie fait rien, on fait nous. Donc vous avez par exemple tous les gens qui ont tous les restaurants et tous les magasins, ils lavent les trottoirs eux-mêmes. Et vous voyez souvent les concierges d'immeubles qui lavent les trottoirs. Donc en fait, c'est le citoyen new-yorkais est vachement propre. Et en fait, à Paris, vous avez un service municipal de la voirie qui est un service de milliardaire par rapport à ce qu'il y a dans les autres villes. Vous voyez, moi, quand je vois les équipements de la voirie à Paris, je me dis, mais les Parisiens, ils ne se rendent pas compte. Enfin, vous avez... Paris doit avoir 100 fois, vous voyez, les équipements qu'on a à New York. Mais je vois les Parisiens, en fait, et
ça balance son chewing-gum, son truc, son parterre. Enfin, et en fait, le Parisien n'a pas du tout un sens civique de la propreté. Alors, c'est juste ce que, comme Thomas, il est comme moi, il voyage, il le constate. C'était pas pour en faire une thèse non plus. Hein, c'est juste un truc, il le dit. Les ambiances sont importantes dans ce 20e roman. Une partie du roman se passe à Paris, on en a parlé. Une autre partie se passe de l'autre côté de l'Atlantique pour des raisons que nous n'allons pas dévoiler ici. Et puis il y a aussi une troisième partie qui se passe carrément dans les airs avec une scène d'anthologie dans l'avion où là, c'est vraiment, on est vraiment dans le ton de la comédie. C'est important de placer les personnages dans une ambiance. L'ambiance est un personnage à part entière, selon vous? Oui, oui, ce qui est important, c'est aussi quand le personnage se trouve dans une situation où il est décalé par rapport à son quotidien et par rapport à sa vie. Donc Thomas, en allant à San Francisco, il n'est pas justement dans son quotidien. Il ne réagirait peut-être pas de la même façon s'il était dans son quotidien. Il n'aurait pas nécessairement la même acceptation du côté ubuesque de la situation dans laquelle il est s'il n'avait pas été dans un cadre qui lui-même lui ouvre l'esprit. Je pense que le fait de perdre ses repères géographiques a aussi une contribution sur votre esprit et vous ouvre l'esprit de façon très différente. Parce que vous n'êtes pas... En fait, bon, vous avez par définition, vous avez physiquement largué les amarres. Et je crois que c'est aussi vrai dans la narration et c'est aussi vrai pour le lecteur. Moi, je m'aperçois que quand je lis un roman et que le roman se passe dans un lieu géographique que je connais très très bien, ça crée des repères dans l'histoire et qui me relient à l'histoire d'une façon très différente quand je lis un roman et que le roman me fait découvrir des lieux que je ne connais pas. Et donc, en même temps que le personnage, je suis obligé moi-même, vous voyez, de prendre possession du lieu et de ce que suscite le lieu. Mais par exemple, on parlait tout à l'heure de l'étrange voyage de Monsieur Daldry, enfin on en parlait tout à l'heure là-haut en aparté, et la ville d'Istanbul, ses mystères, ses parfums, Istanbul en 1950, joue un rôle très très important dans le rapport entre Ethan Daldry et Alice. Et tellement important d'ailleurs que Daldry repart en Angleterre et il a un souvenir du pont de Gattaca, Gatala, je ne sais plus. Et en fait, comme une correspondance amoureuse de retour à Londres, alors que Alice est restée à Istanbul, il va peindre ce pont. En fait, il peint sa vie à elle, il la peint elle, et chaque détail qu'il lui raconte dans les lettres de ce qu'il a ajouté sur le tableau est une lettre d'amour qu'il lui écrit pour lui dire voilà tout ce que j'ai vu de vous. Mais toute la pudeur se retrace derrière la façon dont il fait ce tableau de la ville, qui est en fait ou dans lequel d'ailleurs il lui dit à un moment donné, et derrière le pont et dans la baie et au loin et sur la colline, j'ai peint une toute petite maison, une toute petite fenêtre, et derrière cette fenêtre se trouve une femme qui est en train de lire ma lettre, et en fait c'est toute la vision qu'il a d'elle, et donc bien sûr, vous voyez, la ville a un rôle extrêmement important, elle est le lien entre les deux. L'importance des lieux et des décors qui nous fascinent. On sait que vous partagez votre vie entre la France et les États-Unis. Pour votre 20e roman, de situer votre intrigue entre la France et les États-Unis, c'était aussi peut-être une façon de rendre hommage à vos deux pays de cœur, ou c'est simplement parce que l'intrigue voulait que votre personnage aille d'un point à un autre? Je pense que c'était... au départ... je pense que j'ai compris dès le départ que Thomas, enfin que j'allais être assez proche de Thomas, même si ce crétin a 30 ans moins que moi, mais je suis un peu jaloux de ça, mais bon. Mais non, mais je me sentais très proche de Thomas tout de suite, et donc j'ai pas cherché à en faire autre chose qu'un Parisien, parce que voilà, c'est parti comme ça. J'avais envie, alors c'est vrai que le voyage, il aurait pu avoir lieu, et j'aurais pu les envoyer à Berlin, ou j'aurais pu les envoyer dans n'importe quelle autre ville. Au 20e roman, j'avais envie de les envoyer à San Francisco. Pas pour ce côté français-américain, mais parce que ma vie, finalement, ma vie professionnelle a démarré à San Francisco, et le premier manuscrit que j'ai écrit et que j'ai jeté, je l'ai écrit à San Francisco. Et que cette ville, elle a une résonance dans ma vie personnelle, et donc le fait de retourner vers cette ville, c'est aussi une façon de creuser ses émotions.
je l'ai dit en préambule, c'est une comédie, on s'amuse beaucoup avec vos personnages. Il y a Thomas et Raymond, ce sont les deux protagonistes. Il y a aussi pas mal de personnages féminins hein, qui se baladent au fil des pages, que ce soit Camille, que ce soit Manon, que ce soit Jeanne, la maman que nous avons évoquée. Mais je ne vais pas trop en parler pour ne pas trop rentrer dans l'intrigue, parce que finalement, c'est quand même bien cette relation père-fils qui nous tient à cœur au fil des pages. Rire de peur d'avoir à en pleurer, peut-être, parce que dans cette histoire, vous nous parlez aussi de la mort de nos parents, de ces deuils qui sont parfois impossibles à faire. Et cacher tout cela derrière un sourire, c'était une volonté, peut-être que le lecteur aussi s'arrête à un certain moment de sa lecture en réfléchissant à sa propre relation avec ses parents. Est-ce qu'il y avait aussi cette volonté? Oui, mais probablement, mais pas de... Comment vous dire? La vérité, c'est que rien de tout cela n'est réfléchi. Vous voyez, j'adorerais m'accorder cette intelligence en imaginant que comme un grand architecte, tout est prévu dès le départ et que j'ai prévu de m'arrêter là, j'ai prévu de commencer là, j'ai prévu de faire ça, et j'ai imaginé faire ceci. Mais en fait, ce serait un mensonge si je vous disais ça. La réalité, c'est qu'à un moment donné, vous vous mettez devant votre feuille de papier, et puis il y a deux personnages qui sortent de votre tête, puis trois, puis quatre, puis cinq. Et alors il y en a deux qui sont plus présents, hein, qui sont Thomas et son père, et puis il y a le personnage de Jeanne qui quand même est très important, et puis il y a le personnage de Manon par la suite, et puis il y a cette Camille qui est là et sans jamais être là. Et puis ces personnages se mettent à vivre, et puis il y a une conversation qui s'établit, et puis il y a finalement tout ce que vous mettez sur le papier, et qui doit vous ressembler quand même. Et puis ça s'arrête, je pense, la conversation elle s'arrête à la limite de votre propre pudeur à vous. Et vous savez, c'est marrant parce que enfin c'est marrant, ça n'a rien de marrant du tout, mais j'ai pas du tout dédié ce livre à mon père au début de l'écriture. Je l'ai dédié à la fin. Mais quand je vous dis à la fin, c'est quand je l'ai vraiment terminé. C'est-à-dire que j'ai tellement écrit ce livre assis sur un tabouret avec, vous voyez, un côté fils de mon père, mais un côté père de mes enfants, que je ne saurais même pas à quel moment du roman j'ai cessé d'être Thomas pour devenir Raymond. Parce que c'est ça aussi ce paradoxe de la vie dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que dans la relation père-fils ou mère-fille, parce que finalement la relation, oui, dans le roman, la relation père-fils n'est pas traitée dans son côté masculin ou dans son côté viril. Elle est beaucoup plus traitée dans la relation qu'on a avec le parent moins dominant dans le couple de nos parents, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait, ou avec le plus réservé de nos deux parents, ou celui avec lequel le sentiment n'a pas toujours été en phase avec la quantité de mots partagés. Et donc l'histoire s'applique tout aussi bien à une relation mère-fille. Enfin, je veux dire, vous voyez, elle pourrait s'appeler Tomette, il pourrait s'appeler Raymond. Ça ne changerait pas grand-chose en fait à la nature de l'histoire. Mais à quel moment du récit on arrête d'être les enfants de nos parents pour devenir les parents de nos enfants? Je suis incapable de le dire. Et je vous jure que quand j'ai terminé le roman, je me disais, en fait, le livre, je le dédie à mes enfants ou je le dédie à mon père? Et c'est mon père qui l'a emporté, bien sûr parce qu'il n'est plus là, et en même temps peut-être par pudeur, pour ne pas prendre le risque une seconde justement que mes enfants puissent croire que les propos de Raymond sont une leçon de morale. Et donc comme ça, c'est à eux encore une fois d'aller choisir ce qu'ils veulent dedans. Mais oui, il y a un moment de l'histoire, mais je ne sais pas lequel, et il y a des moments de l'histoire où je sais très très bien que je ne suis pas dans les baskets de Thomas et que je suis dans les baskets de Raymond. Et il y a des moments où je redeviens Thomas et où je suis face à mon père. La force de votre livre, Marc Lévy, c'est qu'on suit cette aventure complètement folle que vont vivre Thomas et Raymond, c'est qu'on sourit à bien des pages, et puis à un moment, on se retrouve face à une phrase, et là c'est l'émotion qui vous cueille lorsqu'on s'y attend le moins, et on s'arrête dans sa lecture et on réfléchit parfois même à sa propre vie. Il y a une phrase là, chasse cette pudeur qui nous empêche d'entendre les choses qui comptent, je n'ai pas beaucoup de temps, je sens que je m'efface peu à peu. C'est Raymond qui parle à Thomas. Et lorsqu'on lit cette phrase, on n'a qu'une envie, c'est peut-être de prendre son téléphone ou de se précipiter chez ses parents si on les a encore, ou chez les gens qui comptent pour nous, pour leur dire combien on les aime. Et c'est peut-être ça la force du livre,
c'est de nous rappeler qu'on ne dit jamais suffisamment aux gens combien on tient à eux. Et voilà. J'ai compris la lecture? C'est ça que je dis. C'est exactement ça. C'est ce que vous avez eu envie de nous raconter dans cette histoire? Oui, mais surtout, mais même dans les 20 précédents romans. Hein. C'est ce que j'arrête pas de raconter depuis 20 ans. Mais vous voyez, il en fallait 20 pour que ça finisse par être entendu. Mais bien sûr, c'est tout le propos de l'écriture. C'est ce redoutable combat contre la pudeur, qui d'ailleurs n'est même plus un combat, parce que la pudeur gagne toujours. Mais vous vous rendez compte combien de fois on a utilisé le mot pudeur depuis une heure? Et parce qu'elle est omniprésente, finalement, c'est une chose dont on parle, très très peu. Elle est partout dans la vie. Alors elle a sa magie, mais si vous faites un livre sur la rencontre, la pudeur est omniprésente. Combien de regards se sont croisés dans le métro sans qu'on ose échanger une parole? La semaine dernière, enfin, oui, c'est la semaine dernière. La semaine dernière, je vais prendre un petit déjeuner dans un restaurant qui appartient à un copain à New York, et il vient d'ouvrir le petit déjeuner dans le restaurant, donc il nous invite, on vient, bon très bien, on y va. Et à une table comme ça, juste en face de moi, s'assied une actrice anglaise, qui est une actrice, vous savez, qui fait partie de ces actrices dont on oublie toujours le nom, et qui sont des actrices qu'on voit souvent en second rôle, et qui sont des acteurs ou des actrices absolument incroyables, qui ont un talent fou, et qui par définition, n'étant pas les stars de premier plan, vous voyez, doivent quand même être un peu tristes. Bon. Et elle est en face de moi, et c'est une actrice extraordinaire qui a joué dans une série anglaise qui s'appelle Luther, qui est une actrice incroyable. Elle était en face de moi, et je savais exactement ce que je voulais lui dire. Je voulais lui dire, écoutez, merci parce que vous êtes une actrice formidable, et que vous avez une capacité d'interprétation et une folie à l'écran comme j'en ai rarement vu, et vous m'avez embarqué dans des histoires de dingue, et je connais très peu d'acteurs qui seraient capables de jouer ce que vous avez joué, et vous êtes génial. Et je crois que le petit déjeuner a duré 47 minutes ou 50 minutes, et je pense que j'ai dû me répéter ça à peu près 63 fois, et j'ai jamais trouvé le courage d'aller lui dire. Et vous voyez, en fait, finalement, c'est idiot, parce que moi, je suis reparti en me disant, mais quel imbécile. Elle, forcément, ça aurait dû lui faire plaisir, en principe. Et ben, vous voyez, donc la pudeur, elle est là tout le temps. J'entends bien. Je vois que vous éludez parfois aussi. Lorsque vous avez écrit ce livre, est-ce que les souvenirs ont affleuré? Avez-vous vous-même convoqué certains souvenirs pour retrouver cette relation père-fils? Et plus largement, a-t-ce été une écriture difficile, douloureuse peut-être pas, mais en tout cas des moments plus personnels? Oui, mais c'est venu assez... ça a coulé. Oui, il y a des trucs il y a des trucs plus personnels que d'autres. Les châteaux de la Loire à vélo, ça c'est vrai. Entre autres. Il y a des trucs comme ça qui sont venus de façon assez fluide. Il y a une lettre, en fait, qui est une lettre de ma grand-mère, et qui est une vraie lettre de ma grand-mère que j'avais retrouvée, et voilà, j'ai adoré l'idée de pouvoir la replacer dans ce roman. Et en plus, elle est tellement vraie, elle colle tellement à l'histoire, que c'était incroyable que cette lettre colle à ce point à l'histoire. Oui, bien sûr, il y a des choses, enfin, comment vous dire, il y a des choses de la vie, il y a des choses de mon père, mais elles sont venues, je dirais, c'est plutôt la délivrance que la souffrance, en fait. Quand je dis délivrance, dans le sens ça coulait, ça venait comme ça, je crois que c'est ce qui apporte aussi quand vous écrivez une histoire comme ça, très intime, entre des personnages, c'est une histoire où, paradoxalement, même s'il y a un fantôme, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a rien de grandiloquent, tout est dans le rapport entre les êtres humains. Et donc il y a forcément une part de vos souvenirs qui revient comme ça. La musique a sa place aussi dans votre histoire. Alors il y a Rachmaninoff, mais pas que. Vous avez mis en exergue du roman cette phrase de David Bowie: j'aime que ma musique réveille les fantômes qui sont en moi. Pourquoi avoir choisi cette phrase spécifiquement? Ça, c'était un peu par opposition, vous savez, aux grandes citations pompeuses qu'on met de Shakespeare au début du roman pour faire croire qu'on est Shakespeare déjà. Comme ça, au moins, ça levait un doute.
Et vous voyez, c'était de ne pas se faire passer pour un autre. Mais c'est surtout parce que c'est une phrase qui tombait à pic, quoi. Enfin, j'avais, vous voyez, quand j'ai écrit L'étrange voyage de Monsieur Daldry, le roman commence, enfin, tout le propos du roman commence parce que l'héroïne va voir une diseuse de bonne aventure qui lui prédit le futur. Et donc j'avais mis en exergue du livre une phrase de Pierre Dac que j'adorais, qui était « Les prévisions sont difficiles à faire, surtout en ce qui concerne l'avenir ». Et moi qui ai une enfin bon, ça c'est l'humour de Pierre Dac qui moi m'a toujours fait beaucoup rire. Donc vous voyez, il y avait un lien entre la citation et la genèse du roman. Et donc là, par définition, il y en a aussi. Et puis c'est ça, c'est-à-dire que le personnage de Thomas est musicien et la musique réveille des fantômes qui sont en nous. Écrivez-vous en musique? Toujours. Toujours. Et d'ailleurs tout le roman est, enfin, entre guillemets, la BO de Thomas est une BO très fidèle. J'ai écouté chacun de ces morceaux au moment où j'écrivais la scène. Et ce sont les morceaux que vous avez entendus en nous attendant tout à l'heure avant cette intervention. Vous avez aussi choisi qu'il y ait des dessins entre... C'était tapé les 27 pages sur les toits de Saumur de Balzac. Et vous voyez, bon, j'en garde pas un très très bon souvenir. Ça m'avait même un petit peu éloigné de Balzac pendant un certain temps. Et c'était Eugénie Grandet, vous voyez, bon. Et j'y suis revenu après. Mais donc j'ai compris que les descriptions, il fallait qu'elles soient efficaces, mais plutôt minimalistes. Et donc, c'est vrai qu'il y a tout un travail, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, avoir une écriture cinématographique, ça veut dire en fait que vos personnages prennent vie. Puis après, j'ai fini par réaliser que la plupart des auteurs feuilletonistes du 19e siècle, du 18e, mais aussi, avaient une écriture très cinématographique, et le cinéma n'existait pas. Vous voyez, par exemple, les Trois Mousquetaires, c'est quand même hyper cinématographique, et Les Misérables aussi, et bon, on va dire que c'était, vous voyez, prévu d'avance. Et donc il y a quand même une matière une certaine catégorie d'écrivains qui sont des raconteurs d'histoire travaillent et finalement un des propos de l'écriture c'est de faire naître dans la tête du lecteur des images, des odeurs, des bruits, des températures avec des mots. Moi, il y a eu des romans où en lisant un chapitre qui se passait dans le froid, je mettais un pull alors qu'on était en été, oui, j'étais gelé. Et c'est ça, je trouve, la magie du roman. Et maintenant que j'en suis arrivé à ce point, je ne sais plus du tout quelle était votre question. Je vous demandais si... moi non plus, j'ai d'ailleurs. La musique. Ça me rassure beaucoup. Non, j'étais en train de vous écouter. Les dessins d'Hippolyte Lévesque. Les merci, dessins, merci, voilà, merci. vous voyez, ça n'a rien à voir avec la musique. J'étais resté sur la musique. Et donc, merci, c'est le danger des réponses courtes, oui. Et donc, au moment où j'écris Une fille comme elle, mon héroïne, elle a une caractéristique, c'est qu'elle se déplace en fauteuil roulant. Et la gestion du point de vue du caractère est assez complexe et difficile parce que le propre de ce personnage, c'est qu'elle a décidé d'être une femme à part entière. Donc, elle ne se définit pas par le fait qu'elle est en fauteuil roulant. Mais elle est en fauteuil roulant. Et donc là, dans le propos de l'écriture, il s'agit de faire une chose qui est un peu plus compliquée. C'est que quand on décrit une scène, la scène, elle doit avoir deux points de vue, comme si au cinéma, on avait deux caméras. Le point de vue de celui qui voit la ville debout et le point de vue de celui qui voit la ville assis. Une grande partie des choses de la vie, notamment quand vous êtes dans un taxi, ça ne change pas grand-chose. Quand vous êtes dans un ascenseur, c'est déjà plus pareil. Parce que vous, quand vous êtes dans un ascenseur, vous voyez, tout à l'heure, on a fait un ascenseur avec des gens, on était 7-8 un peu serrés dans l'ascenseur, on était tous plus ou moins en fonction de nos tailles à hauteur d'épaule. Quand vous êtes en fauteuil, vous êtes à hauteur de derrière. C'est pas la même vision que vous avez. Mais quand vous êtes dans le métro, c'est complètement différent. Parce qu'être serré dans une rame de métro quand on est debout, c'est pas du tout pareil qu'être serré dans une rame de métro quand on est assis dans un fauteuil. C'était Chloé, elle refuse d'en parler parce qu'elle veut pas qu'on la définisse par ça. Mais moi, je voulais que le lecteur il ressente ce qu'elle ressent. Parce que le fait d'avoir une dignité, une pudeur et de ne pas exprimer les choses, ça n'est pas pour autant qu'on ne les ressent pas. Et donc, un des soucis permanents que j'ai eu dans le roman, dans Une fille comme elle, c'était comment à chaque fois qu'on ressente ça, tout en respectant la pudeur de Chloé qui n'en parle jamais. Sauf une fois quand elle décrit une scène de panique qu'elle a eue dans le métro. Bref. Et un jour comme ça, je suis dans un des décors du roman avec ma femme qui est illustratrice et dessinatrice. Et il s'avère qu'on est dans un des lieux du roman et on est assis en terrasse puisque c'est un restaurant.
Et du coup, je vois la perspective de la 5e avenue assis. Et l'idée m'est venue, et je lui ai dit, mais est-ce que si je te donnais comme ça 10 points de vue, tu pourrais me les dessiner à hauteur assise et non pas à hauteur debout. Et sans jamais d'ailleurs, parce qu'à l'époque où le roman est sorti, je ne l'ai pas dit ce truc-là. Vous voyez, je voulais pas que... C'est pareil, je ne sais pas que ça soit une leçon. Il fallait que ça soit un truc, comment on peut dire, presque subliminal, c'est-à-dire je voulais que le lecteur voit ses dessins. Et sans qu'on le lui ait dit, il se rende compte que c'était finalement ce que Chloé voit, et pas ce que Sanji voit. Et donc tout est dessiné à hauteur de fauteuil. Même quand elle est dans Washington Square Park, hop, c'est à hauteur de personnes assises. Et donc, voilà, Pauline a trouvé l'exercice amusant et elle l'a fait. Et je me suis rendu compte à la fin du livre qu'au-delà de cette intention, ça avait apporté au livre, enfin moi quand je le regardais, je trouve que ces dessins, ça apportait, à la fin de certains chapitres, ça apportait comme une pause. Vous savez, en fait, vous savez, il y a un mot, un anglicisme très barbare qui qualifie les romans qu'on appelle de page turner, c'est-à-dire les romans dont on lit les pages, comme ça, dont on lit les pages. Et alors, il y a quelque chose de très satisfaisant, enfin, de très réjouissant, mais de un peu frustrant, c'est que vous avez passé 6 mois à travailler 10 heures par jour à écrire un bouquin, et puis un lecteur vient vous voir et vous fait « j'ai adoré votre livre, en 3 heures je l'avais lu ». Et c'est très joyeux, parce que si un lecteur vous dit écoutez, ça fait 5 mois que je suis dessus, je suis au chapitre 4, j'avance tout doucement, vous vous dites il y a un problème d'écriture. Mais voilà, j'ai trouvé que ces petits dessins, vous voyez, finalement, on s'arrête 2 secondes pour regarder le dessin, et c'est comme vous voyez, comme vous dites, pourquoi est-ce qu'en musique, dans un concerto, il y a 3 mouvements? Parce que justement, à la fin du premier mouvement, hop, il y a une petite seconde de silence, et puis on attaque le deuxième mouvement. C'est pas un entracte, vous voyez, c'est juste une pause. Et ces dessins, voilà, donc j'ai eu envie de reproduire dans ce roman, à chaque fois qu'il y avait comme ça une variation de registre, hop, un petit dessin, juste le temps de... On pourrait aborder encore beaucoup de sujets, mais je sais qu'après, il y a encore la dédicace qui permettra des échanges plus personnels. Volontairement, je ne suis pas rentré dans l'intrigue pour ne pas priver du plaisir de lecture celles et ceux qui n'ont pas encore lu votre roman, mais on l'a bien compris, il y a donc le fantôme de Raymond qui apparaît à son fils Thomas, et il va lui demander un service, et ils vont vivre cette aventure rocambolesque qui va les mener de Paris à San Francisco. Mais on a bien compris aussi qu'au-delà de la comédie et de la légèreté, il y avait cette thématique de la relation père-fils, de la relation parent-enfant plus largement. Si Thomas arrivait dans cette salle, Marc Lévy, qu'auriez-vous envie de lui dire? Je dirais mets-toi au piano. Je termine par une... Non, je ne veux pas faire spoiler, je pourrais lui poser des tas de questions, mais qui seraient par définition postérieures au mot fin. Et parce que tout le reste avant, moi je suis au courant. Et donc là, ça ferait, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ce serait spoiler. Oui. Vous vous êtes attaché à lui, à Thomas? Oui, je me suis attaché, mais toujours. Je me suis attaché à Thomas, mais je me suis attaché... vous voyez, là je suis à Paris et je serais volontiers aller prendre un thé chez Jeanne. Et pourquoi pas d'ailleurs lui demander une cigarette. C'est ce que j'allais dire. Mais j'aurais adoré. Non, parce que tout démarre parce qu'il trouve, soi-disant, un paquet de cigarettes dans un tiroir de sa mère. En fait, c'est pas du tout des cigarettes, c'est des pétards. Et il sait pas du tout que sa mère fume en plus. Donc, et dont au moins des pétards. Et donc, oui, mais Jeanne, par exemple, je me suis attaché à elle. Bon, Raymond, j'en parle même pas. Mais tous, je serais... oui, enfin, bien sûr, on s'attache toujours au personnage. Parmi toutes les phrases qui nourrissent le cœur et que l'on trouve dans votre livre, Marc Lévy, tu vois peut-être que c'est aussi simple que cela d'être un père, ouvrir la route et se retourner sans cesse. Ça s'appelle Ghost in Love, vous êtes publié chez Robert Laffont en partenariat avec Versilio, c'est votre actualité. Merci beaucoup Marc Lévy. Merci à vous. Merci à vous. Merci mille fois. Merci beaucoup. Et je crois que maintenant, la journée n'est pas finie, loin de là, puisque l'après-midi se poursuit dans le hall du théâtre des Trois Baudets pour un échange plus personnel et pour que vous puissiez faire signer vos livres. Et puis je crois que nous avons un gagnant, parce qu'il y a eu un petit concours pendant que nous discutions. C'était quoi la question? C'était juste un tirage au sort, je pense. Et notre gagnante s'appelle Laetitia Grognu. Vous êtes avec nous, Laetitia? Eh bien, félicitations, je crois que vous allez avoir un cadeau privilégié que vous allez pouvoir retirer dans le hall. Merci à vous tous et à tout à l'heure.